Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des Mal Lambda. Alors nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, je pense, est assez important. Et c'est le sujet de l'école. Pour certains, c'était hier, pour d'autres, ça remonte il y a un peu plus longtemps. En ce qui me concerne, j'ai été en échec scolaire une grande partie de ma scolarité, mais on aura le temps d'y revenir. Bonjour Laurent. Bonjour Sébastien. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très très bien, je te remercie. Alors, imaginons, Laurent, que je te demande au hasard ta définition de l'école. Qu'est-ce que tu me répondrais ? Pour moi, l'école, c'est ce passage obligatoire pour devenir un adulte. Donc, tu es obligé de passer par ça pour avoir un diplôme et ensuite avoir un travail et ensuite être à la retraite. Tu as 3 phases dans la vie. Enfin, c'est comme je le voyais toujours avec mes yeux d'enfant. C'était tu avais d'abord l'école. C'était pour moi un tiers de ta vie, un tiers tu travaillais, et alors que c'est pas du tout ça la répartition, mais voilà, je m'étais imaginé un petit peu comme ça. Et c'est un endroit où on t'apprend des matières, mais on ne t'apprend pas la vie. Ouais. On t'apprend vraiment des choses du 0, du 1, du binaire, du truc très concret, mais pas forcément la vie, l'entrée dans la vie. On ne te prépare pas à devenir un adulte qui va affronter la vie. En fait. Okay. Voilà. Peut-être que ça, c'était inconsciemment dans l'éducation des parents et que l'école se concentrait sur les connaissances, on va dire, ça. Et les outils et les valeurs qui étaient normalement transmises par la famille. Mais pour moi, voilà, l'école, c'était et c'est encore, je pense, ce moyen d'apprendre des connaissances et des outils. Voilà. Ok. Et du coup, pour moi, j'imagine que tu as... Ouais, mais j'ai une petite phrase, moi, je vais pas développer plus que ça, mais pour moi, l'école, c'est un lieu où on est censé acquérir des outils pour ne pas être trop largué en société. C'est un exemple de truc, en fait, qu'on sait, mais qu'on s'en fout. Donc, on t'apprend pas forcément de métier à l'école. Tu vois, on t'apprend pas forcément on t'apprend plein de trucs banals, mais ça va dans tous les sens. Pour moi, l'école, ça va vraiment dans tous les sens. Et on t'apprend des trucs qui te permettent de pas être trop largué. Parce que par exemple, tu vois, la vie de Napoléon, on s'en fout concrètement, mais ça te permet aussi de ressortir en société, d'avoir des bases solides, quoi. Et pour moi, l'école, c'est ça, c'est ce lieu, un peu cet endroit où tu es assis 8 heures par jour et t'apprends des trucs. Et on en parlera après, mais pour moi, qui n'est pas du tout productif, qui n'est plus compétitif aujourd'hui avec le monde actuel et qui te met des gros freins. En fait, quand tu es un gosse, tu as juste envie d'apprendre, de jouer, d'être plus actif, quoi. Et être assis derrière une table et écouter un prof qui te fait sa leçon en recopiant bêtement ce qu'il te dit. En tout cas, moi, c'est pas ma version du truc, quoi. Puis c'est comme ça que tu l'as vécu, à une certaine époque. Bien sûr. Ni toi ni moi n'avons d'enfants. Donc on n'a pas un élément de comparaison direct avec ce qui se fait aujourd'hui. Après, moi, j'ai pas mal de potes qui sont profs. Voilà. J'ai ma petite sœur aussi qui a 8 ans de moins que moi, donc j'ai vu comment ça se passait, elle, c'est court, quoi, et enfin, comment ça se passait l'école. Aujourd'hui, je sais que c'est beaucoup plus numérisé. Par exemple, tu vois, nous, on avait et puis je fais beaucoup de tournage dans les écoles aussi. Donc je vois vraiment, tu vois, tous les mois, je suis dans un collège, dans un lycée, et je vois surtout que de 1900 à 2020, c'est la même chose, quoi. Ça n'a pas bougé, c'est toujours des chaises, des tables, des tableaux, c'est la même chose, quoi. Alors, il y a un certain côté un peu plus numérique où tu peux envoyer des mails à tes profs et tout ça, chose que nous, on ne pouvait pas faire. Puis ce qui s'est passé récemment avec le Covid et le confinement, aussi, de continuer l'éducation à distance. C'est ça. Donc, il y a tout ça. Mais avant de se lancer dans cette grande histoire de l'école, tout à fait. Que nous dit notre ami Wikipédia ? Mais je sens que tu vas me le dire. Je vais te le dire. Tu l'as croisé récemment d'ailleurs. Alors, je l'ai croisé, je lui ai dit, écoute, moi, Wiki, on se connaît maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on discute. C'est vrai. Est-ce que tu peux pas me lâcher une petite définition de l'école ? Alors, il m'a dit, écoute, une école, c'est un établissement où l'on accueille des individus appelés écoliers ou élèves, afin que des professeurs leur dispensent un enseignement de façon collective. Le mot école vient du latin scola, signifiant loisir consacré à l'étude, lequel constituait un idéal souvent exprimé par les philosophes et une catégorie socialement valorisée, opposée à la sphère des tâches productives. En étudiant le rapport des bâtiments scolaires à leur environnement, le géographe Pascal Clair distingue 4 modèles successifs d'écoles: le monastère, l'agora, la forteresse et le nœud d'échange. Bon, c'est un peu plus compliqué tous ces trucs-là. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel un peu historique et qui est assez important. C'est pas juste pour retourner à l'école ensemble, mais c'est important de savoir
Pourquoi l'école? Alors, petit rappel historique, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique sous Jules Grévy, qui était un président que j'ai jamais entendu parler de ma vie, Non plus. a rendu l'école gratuite en 1881 et l'école obligatoire en 1882 pour les enfants de 6 à 13 ans. La vraie question, c'est pourquoi il a rendu l'école obligatoire. Et il faut se remettre un petit peu à l'époque où on est dans un moment où les enfants travaillent avec leurs parents dans les champs et dans les fermes. Et je parle des enfants de classe moyenne ou pauvre, évidemment, parce que les enfants bourgeois sont instruits par les parents qui, eux, vont à l'école parce qu'il faut tenir un certain niveau social, quoi. Mais à la ferme, ce n'est pas pareil, parce que si tu demandes à un gosse, évidemment, de 8 ans qui travaille dans les champs, tu dis, qu'est-ce que tu préfères? C'est faire des mottes de foin ou apprendre la vie de Jules César avec tous tes potes? Bah, il va te dire, je préfère aller à l'école, quoi. Tu vois. Ouais. Mais c'est les parents qui ne veulent pas à l'époque. Les parents se disent, non, mais nous, on n'en a rien à foutre qui connaissent, Oui, qui ça s'instruisent. sert à rien, c'est pas ça qui va nous nourrir. Exactement. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que lui sache nourrir des bêtes et traire les vaches, quoi. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on fait l'école obligatoire. Comme ça, les parents, en fait, n'ont pas le choix. Au début, ça gueule. Ils disent, non, mais pourquoi vous faites ça? Enfin, nous, on a besoin des gosses. Les gosses vont à l'école parce que c'est obligatoire, les gosses s'amusent, les gosses grandissent comme ça, et les parents se disent, tiens, mais en fait, ça peut être intéressant d'évoluer socialement grâce à ça. Parce que maintenant qu'ils vont à l'école, il y a peut-être moyen qu'ils aient des meilleurs métiers, et du coup, un peu de pognon, donc ils ont vu le côté un peu social, et du coup, ils ont plutôt voté pour. Le gros problème, c'est qu'on est en 2021 et qu'aujourd'hui, l'école n'est plus compétitive. À l'époque, elle était parce que c'était soit le champ, soit l'école. Aujourd'hui, c'est soit l'école, soit les jeux vidéo. Ou soit les réseaux sociaux, soit tout ça. Et c'est là où je trouve que le bas blesse aujourd'hui, c'est que l'école n'est plus compétitive pour apprendre, quoi. Je vais te lire une autre définition de l'école qui m'intéresse beaucoup, c'est celle d'Idriss Aberkan dans son bouquin qui s'appelle Libérer votre cerveau, qui est un best-seller et qui est fabuleux. Mais écoute, on n'en dira pas un mot à Wikipédia. On ne lui dira pas parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit Wikipédia. On ne lui dira pas. Non, on ne lui dira pas. Écoute, Wiki, t'es mignon, mais j'ai proposé autre chose. Alors lui, il a une définition qui est très importante et dans laquelle je suis assez d'accord et dans laquelle je me retrouve pas mal. Alors, l'enfer au buffet. Imaginez, vous êtes dans un hôtel de grand luxe, devant un buffet à volonté. Le buffet de votre vie. Viande grillée, menu végétarien, salade bar, caviar, huîtres et crustacés, sushi, pastrami, massage de pieds, même tout ce qu'il faut. Il y a des plats que vous n'avez jamais vus, mais ils ont l'air appétissants. D'autres ont l'air étranges, mais après tout, avec un bon maître d'hôtel, vous seriez prêt à les découvrir. Pour couronner le tout, vous avez faim, très très faim. Beaucoup de gens appelleraient ça le paradis. Maintenant, imaginez que le maître d'hôtel surgisse en hurlant « Tu dois absolument tout manger. Chaque assiette que tu laisseras sera portée sur l'addition. Tu paieras non pas ce que tu as mangé, mais ce que tu n'as pas mangé. Et s'il reste trop d'assiettes pleines, non seulement l'addition sera mirobolante, mais en plus de ça, tu seras viré de l'hôtel, humilié, et on fera une haie d'honneur pour se moquer de toi. » Puis le maître d'hôtel sort sa montre et ajoute fatidique « Tu as 1 heure. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. Là, vous n'êtes plus au paradis, mais vous êtes en enfer. » Le buffet n'a pas changé, pourtant nous sommes passés du paradis à l'enfer. Rien qu'en changeant les règles du jeu. Qui a déjà traversé une telle épreuve? A priori, personne. Si vous aviez été forcé d'avaler tout un buffet aussi vite, votre perception de la nourriture en aurait été bouleversée à jamais. À des années entières de thérapie ne vous aurait probablement pas permis de vous en remettre. Pourtant, je peux vous garantir que ce cauchemar, nous l'avons tous déjà vécu, et pas seulement sur une journée, mais sur des milliers de jours. Cette situation s'appelle l'éducation. Donc le parallèle entre les plats, ce serait quoi? Les matières, c'est les matières où tu dois être bon un peu partout. C'est la connaissance, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive, et c'est le cas des notes, en fait. Tu vois, quand tu apprends, par exemple, tes maths, ou quand tu fais un contrôle, en fait, on va te juger sur ce que tu n'as pas appris. On va te mettre, tiens, t'as 8. Tu vois, on va te dire, tiens, t'as 2. On va te souligner en rouge et te noter en rouge ce que tu n'as pas su, en fait. On va pas te dire ce que tu as appris. On va pas te mettre en avant sur ce que tu as appris et acquis. Et on va te noter, on va retenir ce que tu ne sais pas. D'accord. Et on va te parler de compétences. Tu n'as pas les compétences pour faire ça. Tu n'as pas les compétences pour apprendre ça. Ouais. À un gosse de 10 ans, quoi. Oui, mais de toute façon, je pense que l'école, et moi c'est ce que j'ai un peu aussi vécu, et grâce à mon entrée dans le monde de l'entreprise après, j'ai un peu, on va dire, cassé ces croyances limitantes qui étaient de... si tu obtiens ou n'obtiens pas tel diplôme, tu auras tel niveau toute ta vie. Oui. En fait, tu vois, et que c'est pour la vie et que c'est foutu après. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes là, ben, tu as ça au maximum et tu peux pas aller plus loin, en fait. Mais tu te rends compte de la violence du truc? Ouais, exactement. Exactement. Et encore, tu vois, moi, on y reviendra plus tard. Mais bon, j'ai un bac+2, donc je suis déjà assez content d'être arrivé jusque-là. Ouais.
Mais je me disais, si jamais tu veux prétendre ou aspirer à autre chose, en fait, tu peux pas parce que, entre guillemets, tu n'as que un bac+2, t'as pas un master, t'as pas un doctorat. Et du coup, en fait, tu resteras à ce niveau toute ta vie. Et j'ai eu la chance, j'ai la chance d'être dans une entreprise où on m'a permis d'évoluer par mes capacités et non pas par mon diplôme. Oui. Donc c'est une boîte américaine. Donc est-ce que c'est les mentalités américaines qui font aussi que on te fait très vite évoluer, mais qu'on peut très vite te virer aussi? Ouais, c'est vrai. C'est à double tranchant. Voilà, il n'y a pas que du bon. Mais par contre, comparé à une société qui est un de nos clients et qui travaille dans la même industrie, qui est une entreprise française, où tu es obligé de passer des concours et des trucs pour atteindre certains niveaux de cadre et tout ça. Enfin, je fais un petit peu le parallèle avec l'école, je suis un peu hors sujet parce que je parle du monde de l'entreprise. Non, mais c'est pareil. Mais voilà. Mais du coup, voilà. Enfin, l'école, je pense, moi, mon vécu, c'est que ça m'a mis des croyances limitantes par rapport à mon niveau et qu'en fait, je ne pourrais faire que certaines choses de par mon éducation et qu'il y a une éducation où tu n'en as qu'une. Une fois que tu as fini les études, c'est fini. Et je m'étais ancré ce truc-là. Et donc, voilà, j'imagine que d'autres personnes aussi... Clairement. Moi, l'école, c'était très compliqué parce que déjà, je suis dyslexique et dysorthographique. Pour faire une petite définition, dyslexique, c'est un gros trouble de l'attention et de l'apprentissage. Okay. Par exemple, moi, si tu me dis même de la lecture, toi, j'ai du mal à lire, ça se voit des fois. Et par exemple, si tu me dis un enfant débrouillard, toi, tu vas penser à un enfant qui se démerde. Moi, j'ai un enfant qui vient débrouillard. Ouais. Tu vois, c'est ce mélange de mots, de phrases. L'association se fait pas de... Ouais. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à capter un petit peu tout et d'apprendre comme ça, enfin voilà, de lire. Des fois, c'est le chaos. J'adore lire. En plus, c'est ça qui m'emmerde, c'est que j'adore lire, mais souvent je décroche si c'est un peu trop compliqué ou un petit peu. Parfois, j'ai le cerveau qui décroche, donc je dois vraiment me focus et relire 10 fois un truc. Ça, c'est la dyslexie. Et je suis aussi dysorthographique, c'est-à-dire que je galère à retenir les règles de l'orthographe. Parce que pour moi, c'est pas logique. J'ai un cerveau qui marche sur la logique. Et moi, tu me dis que le participe passé, ça marche avec être, mais pas avec avoir, sauf si tu es un CO2, ça m'énerve. Ouais. Je comprends pas, tu as beau m'expliquer des fois. J'ai fait le projet Voltaire, qui est une sorte d'application où tu apprends le français, certifié par l'Académie française. J'ai fait des cours de français à part. J'ai fait je ne comprends toujours rien. Alors du coup, je précise que tout ça, tu l'as fait de ta propre initiative récemment. Alors récemment. Après ta scolarité. Alors c'est là où ça a été un peu emmerdant pour moi, c'est que je l'ai fait après ma scolarité, surtout le projet Voltaire, parce que quand j'ai commencé à travailler, je fais des vidéos et on me demandait d'écrire des sous-titres. Ouais. Bon, je te raconte pas le dégât. Et en fait, c'est mes clients qui m'ont dit putain, c'est chiant parce que vous êtes très bon, vous avez un niveau artistique, il n'y a rien à dire, mais les sous-titres ça pêche et nous on perd un temps fou pour faire des retours aux sous-titres et c'est chiant en fait pour le travail quoi. Donc c'est même eux qui m'ont trouvé le côté projet Voltaire qui sont intéressés pour moi quoi, en disant faites ça pour évoluer en orthographe. Et sauf que j'ai beau faire tous les efforts que je veux, parce que vraiment je fais des efforts. J'ai même acheté des bouquins sur un bouquin qui s'appelle Au bonheur des fautes. Pareil, c'est des bouquins que j'ai achetés pour apprendre les règles. Enfin, plein de trucs, je m'intéresse, mais je n'y arrive pas. Et du coup, là, toi qui lis beaucoup plus que moi, est-ce que la lecture ne t'aide pas à assimiler des règles inconsciemment ? Je pense... Tu vois, par mémoire, peut-être. Après, c'est ce qu'on me dit, parce que c'est vrai que je lis vraiment beaucoup. En fait, j'ai la chance de travailler pour une émission littéraire, donc ça me motive de ouf à lire. Mais en fait, je pense que j'analyse pas ce que je lis, les règles. En fait, j'analyse que le fond, mais pas la forme de ce que je suis en train de lire. Ouais. Et du coup, je pense que j'assimile pas. Après, je me pose plus de questions quand j'écris, parce que j'essaie de faire attention. Mais je sais pas si la lecture m'aide vraiment. Je pourrais pas te répondre aujourd'hui, me dire. C'est plus tu assimiles le fond des choses que tu lis et au final, en fait, l'écrivain il écrit un livre avec un message dedans. Et toi, tu as retenu ce message-là. Et qu'importe le fait que les règles d'orthographe, tout ça, la communication, c'est ça. C'est un peu tout le truc de la communication. C'est se faire comprendre. Et toi, tu as compris le message. Et c'est ça qui, au final, s'il y a bien un truc qui est primordial, c'est bien ça. Ça, je suis assez d'accord. Parce que si tu sais écrire à la perfection, mais que tu comprends rien à ce que tu écris... c'est assez ouf que tu dis ça, parce que j'ai lu un truc où
où tu sais, il y a ces fameux grammaires nazis, là, je sais pas comment on appelle ça, la Oui, grammaire nazis. ouais. C'est- Les grammaires nazis, c'est ceux qui te reprennent à la moindre petit truc, C'est ça. qui en fait qui écoutent pas du tout le message que tu fais passer, mais Ouais. qui vont s'arrêter parce que t'as Mais- oublié un S ou parce que ça s'accorde pas comme ci ou comme ça. Ça, limite, je l'entends, en fait. Je comprends que ça peut agresser les gens, parce que moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit moi, en fait, quand tu m'écris, ça m'agresse, j'ai pas envie de te répondre parce que c'est horrible, tu fais 70 000 fautes, en fait. Ça me casse les couilles. Mais c'est pas parce que tu es nul en orthographe que tu es con. Et comme c'est pas parce que tu es un génie en orthographe que tu es un mec super intelligent. Exactement. C'est le raccourci qui est inculqué Exact. et que moi j'avais au fond de moi aussi. Ouais. Et je jugeais les gens par rapport à leur Alors, ouais. orthographe. Ah, tu le faisais? Je le faisais, moi le premier, je le faisais. Je le Ouais, faisais. Et notamment, notamment avec des filles, tu vois. Ouais, Tu sais, sûr. ça fait partie des trucs. Et quand tu discutes avec la fille, que moi, elle mettait des fautes de partout, au début, j'avais ce truc, c'est complètement bête. Je savais pas pourquoi je faisais ça, mais ça, Ouais. j'étais là, je me disais, ouais, elle est bête. Elle est bête. Tu vois, l'espèce de jugement Bah, direct. tu sais pourquoi tu fais ça? C'est parce qu'à l'école, on t'a dit que si tu sais pas écrire, t'es nul. Oui, c'est ça. Tu te prenais des mauvaises notes. C'était nul, voilà. Alors qu'en fait, j'ai eu des filles qui écrivaient très bien, mais qui avaient. Ouais. C'est vraiment pas ça, Ça du n'a tout rien à qui voir, définit ouais. une personne et son intelligence. Exactement. Exactement. Et c'est que moi, comme je vous dis, je suis dyslexique et dysorthographique. Mon parcours scolaire, c'est le chaotique. C'est le chaos. C'est vraiment le chaos. C'est-à-dire que j'avais un primaire à peu près moyen. Je pense que, je crois que j'étais à 10, 12, tu vois. Enfin, voilà. Arrivé en 6e, j'ai fini la première 6e à 7 de moyenne et j'ai redoublé. J'étais vraiment un cancre et c'est là où l'école ne m'a pas aidé parce que, par exemple, comme je te parlais tout à l'heure un peu de cerveau, de logique et tout, quand on m'a dit, quand je suis passé en 6e, on m'a dit qu'il fallait choisir un nouveau sac. Tu vois, par exemple. Donc, tout le monde doit prendre un sac à dos, machin, stylet, tu vois. Moi, je me dis, attends, t'as vu tous les cahiers qu'on a à prendre, tous les trucs. Donc, j'ai pris une valise à roulettes. Donc, j'ai dit, vraiment, je veux une valise à roulettes parce que moi, je peux mettre Ouais. tous mes cahiers. Pratique. C'est bien pratique, tu vois. Tous tes cours de maths, tout ce que tu veux, ta trousse, tu mets toutes tes affaires dans un sac à roulettes, tu te pètes pas le dos. Parce que les sacs à dos de collégiens, c'est 13 kilos à peu près. Hein. Ouais. C'est voilà, donc Ouais. c'est quand même très lourd. Hein. Et moi, valise à roulettes. Voilà, donc on est au collège. T'as compris la roulette. T'as compris où je vais. Première, dans le mur. première classe, premier cours, j'arrive avec ma valise à roulettes. Bon, voilà, c'est une classe que je n'ai jamais vue, hein, parce que, comme tu dis, le collège, tu mélanges. Ouais, tu mélanges les villages d'à côté, Ouais. tu commences à sortir de ta zone de confort. Tu quittes tes potes, t'as tes potes, mais Ouais. dans ta classe, t'es content si t'en as deux de tes potes Ouais. primaires, tu vois. Ouais, c'est ça, t'es trop heureux d'en garder deux, ou même un que tu connaissais. Même T'es un. pas forcément ton pote, mais tu te raccroches vite Ouais, à carrément, ce que ouais. tu connais. Et donc, moi, je suis arrivé avec ma valise à roulettes, et je m'installe dès le début, j'ouvre mon truc et tout, fier de moi parce que, trop stylé, j'ai une valise à roulettes, je me pète pas le dos, quoi. Tu regardais tous les autres, tu te dis, Ouais. tous ces cons, alors c'est cartable. avec moi, j'ai un une petite cartable valise à roulettes. It's pack, voilà. Stylé. Ouais, stylé. Et ben moi j'avais ça et là ça a commencé. Le mec d'à côté de moi, mais du coup tu pars en vacances ou comment ça marche? Voilà, fini, terminé. Ouais. À partir de là mon sac il a volé dans tous les sens. Tout le monde se foutait de ma gueule. Je retrouvais pas mon sac, il sautait dessus, il le fracassait pour le collège. Hein. Ouais, oui. L'âge de débilité quoi. Et donc à partir de là j'essaie du coup de comprendre parce que moi en tant qu'hypersensible je me dis mais attends mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a un souci? Pourquoi ils réagissent comme ça? C'est moi qui ai forcément fait de la merde. Tu te Je suis remets trop con, toi je me suis en complètement cause. remis en question. Mhm. Je me suis posé 70 000 questions et c'était le chaos. Donc, du coup, je répondais au prof. Je voulais exister en fait. Tu vois, tu essaies de survivre. Et quand tu manges des marrons dans tous les gueules, dans tous les sens, même physiquement, toi, je me suis pas mal battu aussi quand j'étais en 6e. Et j'essayais de me faire respecter, mais c'était compliqué. Et donc, j'insultais les profs. J'essaie d'exister par la Ouais. pseudo-délinquance, en Ouais, fait, ouais. tu vois. En passant du côté obscur de la force. Bah quoi. ouais, tu vois, et même j'avais une prof de français qui était insupportable et je passais mon temps à l'insulter ou à dire mais je vais pas faire ta poésie de merde et tout. Tu sais, je passais au tableau, je faisais le malin, enfin, mais nul quoi. Et ça faisait rire les gens, donc je suis là, putain, ils essayent de m'estimer un petit peu, tu vois. Et mais non, ça. Ne faites pas ça chez ne vous. faites hein. pas ça, ne reproduisez pas ça chez vous. Donc c'était nul à chier. Donc c'était compliqué pour moi de m'en sortir. De m'en sortir. Donc du coup le collège je l'ai subi, mais complètement. Sauf en 3e où, en fait, j'étais le musicien aussi, un peu du collège avec un pote. Et là, j'ai eu un peu la confiance des profs, la confiance un peu de tout le monde. Et donc, entre midi et deux, on avait accès à la salle de musique. On pouvait répéter avec les potes. Ouais. Tu vois, je commençais à séparer les collégiens, les 6e qui se battaient. Ouais, c'est Tu ça. vois, ouais. j'avais la 3e, quoi. Ouais. Quand j'étais le plus grand, en fait. C'est ça. Ça allait mieux. Mais ce qui fait que j'ai eu...
Donc j'ai fait 2 sixièmes, 5e, 4e, pareil, kata, je suis à 10, quoi, tu vois, enfin, vraiment la moyenne. Ce qui fait que je ne suis pas allé en 3e général. J'étais en 3e, ce qu'on appelait découverte professionnelle. Donc c'est un peu SECPA, quoi. Tu vois, c'était un peu 3e d'insertion, mais où en fait tous les vendredis, on n'allait pas en cours, on allait dans des lycées pro pour découvrir des métiers du bâtiment ou des métiers de la mécanique. D'accord. Du coup, j'ai pas un BEPC classique, j'ai un BEPC professionnel. D'accord. Donc je n'avais pas le droit d'aller à un lycée général. Donc je ne pouvais pas passer le bac. D'accord. C'est forcément un lycée technique ou pro? Pas un lycée général? Ouais, non, j'ai pas le droit. D'accord. Donc je suis parti, j'ai fait un BE. Et non, excusez-moi, mais ça aussi, ça m'a fait penser à un truc, à ce qu'on disait sur le fait que les personnes qui font des fautes d'orthographe Ouais. sont forcément bêtes, alors que pas du tout. Il y a aussi cette espèce de cliché de te dire si tu vas dans un lycée pro ou technique, tu es bête. Tu fais plus partie de l'élite. Mais bien sûr, parce que déjà, il faut rester en général. Tu sais pas, tu apprends un peu tout, tu sais pas ce que tu vas faire, mais surtout, faut pas sortir de ça parce que sinon, ça démontre un manque d'intelligence ou de. Ouais. C'est très cliché ce que je dis, mais c'était vraiment moi le truc qui était très très fort. Tu vois, c'était espèce de stéréotype, voilà, qui était très incarné, très très présent à l'époque et qu'il est peut-être encore aujourd'hui. Hein. Mais qu'il est aussi dans la tête des profs en fait. Et déjà j'étais en 3e, donc pas classique, donc déjà je faisais partie des cancres et des mecs qui font du bâtiment, qui font du travaux publics. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, pendant 5 ans j'étais dans le travaux public. Et t'as la dureté des profs. Moi j'avais une prof, quand j'étais petit je voulais être paléontologue. C'était mon rêve de gratter la terre pour découvrir des os de dinosaures. Et j'adorais ça. Donc même quand j'étais chez moi, je jouais, je prenais des pinceaux. On a la chance d'habiter en campagne. Donc j'avais un jardin, un demi-mètre-carré. Et du coup, l'été, je prenais des pinceaux et je grattais la terre. Et je faisais comme si je découvrais des dinosaures. J'avais plein de bouquins sur tout ça. J'avais un truc comme ça. Moi, je voulais être archéologue aussi. Tu vois, j'avais une espèce de carrière. Je m'étais monté une fausse carrière. Là, pareil, j'avais un grand jardin chez mes parents où je prenais mes petits camions, mais tout ça, je faisais des chantiers. J'essayais de découvrir des trucs. Pareil, je faisais plein de chantiers. Je tirais des ficelles pour marquer le lieu, tu vois. Pareil. Et du coup, c'était dans ces trucs-là aussi, je faisais mes combats de personnages Dragon Ball parce que c'était un peu, tu vois. Tu faisais un métaverse entre l'archéologie et Dragon Ball. Les dinosaures, Dragon Ball. Enfin, il y a des dinosaures dans Dragon Ball. Effectivement. On a regardé un pas plus tard que hier soir. Hier soir, effectivement. Donc, parenthèse clôturée. Donc ouais, j'étais à fond. Et en fait, mais sauf que j'étais nul en maths et en plein de trucs, tu vois. Il y a plein de matières où j'étais pas bon. Et quand je disais... qui étaient des prérequis pour aller vers ce domaine vers lequel tu voulais aller, donc tu disais non, c'est pas pour moi. Bien sûr. Et c'est même pas que je disais c'était pas pour moi, c'est que moi je faisais pas le lien entre tout ça. Et qu'une fois, ma prof de chimie, je me rappellerai toujours, elle me dit et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis moi j'aimerais être paléontologue. Elle me fait paléontologue? Laisse tomber, Durand, tu n'y arriveras jamais. Voilà, 4e. En 4e, je me rappelle, j'étais dans la salle, elle me dit laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Et je fais putain, mais elle a raison. Ouais, parce que quand c'est gosse, c'est un prof qui te dit ça en plus. Une prof assez âgée en plus, tu vois, en plus que j'aimais bien. En plus, tu vois, il y avait un truc, on s'entendait bien. Et elle me dit laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, trouve autre chose, quoi. Et à partir de là, tout s'est effondré. Ouais. Enfin, je me dis ok, faut que je trouve autre chose. Mais parce que peut-être que j'étais pas bon en maths là. Parce que peut-être mon prof n'était pas bon aussi, parce que moi je me considère un échec scolaire, mais pour moi je le prends au mot échec scolaire, c'est l'échec de l'école. Ouais. Je considère que c'est pas ma faute. Toi, j'ai mis du temps à comprendre, en arriver là, mais pour moi l'échec scolaire c'est l'échec de l'école. Et que si je n'ai pas réussi à étudier correctement, en étant dyslexique, dysorthographique et hypersensible et tout ce que tu veux, avec une concentration d'une huître si tu veux, c'était la... Je considérais que c'était ma faute, mais en fait, non, c'est la faute de l'école qui n'est pas adaptée pour tout le monde. C'est ça. Et parce qu'on vit quand même dans un monde scolaire où on te demande d'arriver de 8h à 17h, qui sont vaguement des horaires de bureau classiques quand tu es adulte, de rester assis derrière ton bureau, comme quand tu es adulte, et on te demande de voter un délégué de classe qui sert à rien, mais tu votes à des délégués de classe, conseil de classe comme si tu votais pour un président. Donc en fait, on te formate toute ta vie à suivre un truc carré, droit, pour être tout le monde. Moi, je me rappelle, j'aimais bien être délégué, je faisais des campagnes politiques. Ah oui, t'es là, toi. J'étais déjà Roland Lobin à l'époque. On vous montrera. On rigole, mais vous comprenez pas pourquoi. Mais vous comprendrez pourquoi. Je pense qu'on mettra quelques images de Roland Lobin. On mettra quelques images d'une interview de Roland Lobin. Une interview de Roland Lobin. Voilà. Menée par vos serviteurs. On n'en dira pas plus. Et donc, en fait, on te formate toute ta scolarité à être un adulte, on va dire, classique.
Sauf que tu vois, moi aujourd'hui, je suis intermittent et auto-entrepreneur. Donc moi, être assis derrière et faire des horaires du bureau classique et être assis derrière un bureau, justement, c'est pas possible. C'est pas moi. Et donc l'école ne s'adapte pas à tout le monde. Et en plus de ça, comme je disais au début, elle n'est plus compétitive avec les cours, avec ce qu'on vit, avec les jeux vidéo, tout ça, tu vois, avec notre société. Ouais. Avant, elle était compétitive. Maintenant, elle n'a pas évolué assez vite comparé à ce que la société ou les technologies ou les moyens ludiques amènent aujourd'hui. Et moi aussi, il y a un truc qui me fait tilt et qui me aussi dans mon travail en fait. C'est un truc que j'ai vachement. Je me suis rendu compte pour moi et du coup c'est un truc que je fais avec les autres. C'est-à-dire, nous on a des règles, donc on dit ouais il faut faire ça, comme ça, comme ça. Et du coup, il y a des gens qui suivent les règles, mais qui des fois vont oublier de faire un truc et se faisaient taper sur les doigts à chaque fois. Ah, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça. Et quand le mec disait, mais pourquoi je dois faire ça ? Parce qu'il faut le faire. Oui. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il faut le faire. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut. Mais en fait, ça marche pas. Non. Si tu expliques pas, en fait, moi, j'aime du coup quand j'explique des trucs aux gens dans le cadre de mon travail ou ce que j'aurais aimé à l'école, c'est comme me disent, en fait, les maths, c'est pas le truc bête et méchant que tu fais ça pour. C'est parce que derrière, ça va t'amener des facultés pour éventuellement faire tel type de métier, en t'expliquant par des cas concrets. Bien sûr. L'impact et comment tout ça s'imbrique ensemble. Et dans mon travail, c'est ce que j'ai essayé de faire quand à une époque j'ai été manager, que j'avais des techniciens sous moi. Plutôt que de leur dire bêtement faites ça, j'ai essayé d'expliquer si tu ne fais pas ça, l'impact qu'il peut y avoir derrière. Bien sûr. Et qu'est-ce qui arrive avant, qu'est-ce qui arrive après, et ça va faire retravailler des gens derrière. Il peut y avoir aussi des problèmes de sécurité derrière, tu vois. Et quand tu as une démarche pédagogue comme ça, ton message, la personne elle va apprendre vachement plus vite que si tu lui dis il faut faire ça, quoi. Bien sûr. Moi, en tout cas, je sais que pour moi, ma façon d'apprendre, si tu m'expliques pas l'impact qu'il y a derrière et le truc, en fait, apprendre bêtement, ça marche pas. Et du coup, peut-être que certains professeurs, pas tous, ont cette méthode-là de faire apprendre des choses un peu. Il y a un truc qui s'appelle l'incompétence apprise et qui est, si tu dis à un gosse, par exemple, c'est 15 minutes, chez un gosse, 15 minutes. Et si tu lui dis pendant 15 minutes, les maths, c'est pas pour toi, laisse tomber. Mais il est persuadé que c'est pas pour lui, il laissera tomber. Du coup, il va même pas essayer. D'ailleurs, aujourd'hui, combien de gosses ou de personnes, quand tu leur montres une équation, se disent laisse tomber, c'est trop compliqué, j'arrive pas. Mais c'est quoi le but d'une équation, par exemple ? C'est quoi à quoi ça sert une équation ? Ça sert juste à rentrer dans le moindre de caractères possible un calcul. C'est tout. C'est ça, on te l'explique pas déjà. On te dit tiens, voici une équation, résous-la. Mais une équation, la formule d'une équation, ça sert juste à rentrer le maximum de calculs dans le moins d'écriture possible. Mais ça, tu vois, c'est des trucs qu'on ne sait pas, en fait. Et il faut juste analyser et comprendre. C'est ça. Et en fait, tu as plein de gens qui sont nuls en maths et qui trouvent ça... qui sont persuadés d'être nazes en maths. Tu leur dis, non, moi, les maths, parce qu'on les a dégoûtés dès le début. Le système scolaire n'est pas assez bon. Et les profs non plus. Ouais. Le prof, souvent, on est aussi dépendant de la qualité des profs. Exactement. Et ça, c'est compliqué. Moi, je me rappelle mes meilleurs cours, j'avais une prof d'allemand, putain, je me rappellerai toujours. J'avais fait allemand quand j'étais au collège, et elle arrivait en chantant. Tu vois ? Elle arrivait, c'est bon les gars, elle se mettait à chanter, elle dansait, c'était une petite de 60 ans, tu vois. Elle chantait du Rammstein, du coup ? Exactement. C'est vrai ? C'est comme ça que j'ai découvert Rammstein. Je disais ça pour déconner. Je te jure. Moi, à l'époque, le métal, tout ça, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Je trouvais ça tellement violent. Moi, j'écoutais pas ça. Tu vois. Ouais. Mais j'avais déjà entendu parler de Rammstein par rapport à Matrix, parce que j'avais fait une musique de Matrix. D'accord. D'Ouest. Et pour moi, c'était du métal, machin, tout ça. Et elle arrive, elle fait, nous, on va apprendre du Rammstein. Une prof de 60 ans, 65 vraiment assez âgée, petite, cheveux courts, avec les lunettes et tout, mais vraiment pas du tout la gueule d'une métalleuse ou tout ce que tu veux. Et elle arrivait avec une cassette, en cours, elle nous a mis America de Rammstein. J'ai pris une grosse claque, et on bossait Ich Will, on chantait toute la classe. On dit, maintenant, on va prendre les textes, on va prendre l'allemand grâce à Rammstein. C'est excellent. Comme ça qu'on nous a fait apprendre l'allemand. Énorme. Donc, on était là, Ich will. Et donc, on chantait tout le truc tous ensemble. Chacun faisait un couplet. Et puis, elle dansait, elle était trop contente de nous voir chanter du Rammstein, tout ça. Et nous, on kiffait. Même si t'aimais pas Rammstein, moi du coup je suis devenu fan complet, mais t'as dans la classe, t'avais plein de gens qui n'avaient rien à foutre de Rammstein, mais qui ont appris l'allemand grâce à Rammstein. Ouais, avec un truc contemporain de ton époque aussi, qui te parle et tu raccroches de suite les wagons, quoi. Bien sûr. Parce que moi du coup, j'ai pas fait allemand, j'ai fait espagnol moi. Ouais. Et on avait un prof qui était, ce prof, ça a été le prof d'espagnol de ma mère. Putain. Ma mère qui a 32 ans de plus que moi. Donc t'imagines bien qu'à un moment,
quand moi, c'est mon prof, le mec, il est pareil plus sur la fin que sur le début. Ouais. C'était Don Victor Villalon. Et du coup, il m'appelait Robin Master. Voilà, je sais pas pourquoi il me disait Robin Master, mais bon. Et donc, nous, il nous apprenait des chansons, tu vois, des trucs un peu de folklore espagnol. Je me rappelle, c'était la Vaca Lechera. Je peux vous en chanter un petit extrait si vous voulez. S'il te plaît, allez, action. Es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me de la chamerengada y que tan salada, toron, 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 toron. Voilà. Pas mal. C'est beau, hein? C'est très, très T'as beau. envie d'acheter l'album? Moi, je peux pas oublier l'espagnol de base. Ouais, je sens que tu te crispes depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc bon, c'est pas forcément des trucs, tu vois, quand t'es ado. Tu vas pas forcément porter un intérêt à. Ouais, mais il faut parce que ça fait peut-être partie de la culture du pays, machin. Mais il faut arriver à rendre le truc accessible, tu vois. À rendre le truc ludique. Ludique, ouais. Parce que ça te parle. Comment on va prendre l'exemple de la nature. La nature pour apprendre à ses petits, donc les animaux, par exemple les mammifères, mais tout animal marche. Pour apprendre à ses petits, la nature a sélectionné le jeu. C'est-à-dire que tu prends des bébés tigres. Pour apprendre, tu les reverras toute leur enfance. Ils jouent à se faire la guerre, à se mordre, à se reproduire. Tout ça, ils apprennent grâce au jeu, en fait. Et la nature qui est violente, qui ne laisse pas de cadeaux, a sélectionné le jeu pour apprendre. Donc nous, on devrait s'inspirer de ça. Parce que tu regardes tous les oiseaux, tout le monde joue quand ils sont petits. Ils apprennent à jouer. Prends un bébé chat, il passe son temps à jouer. Ouais. Il passe son temps à jouer. Et les chiens, c'est pareil. Tout le monde joue dans la nature pour apprendre la vie. Et nous, on arrive à l'école avec un dynamisme d'enfant, tu vois, on arrive quand t'es petit aussi, tu fais que jouer quand t'as 2 ans, 3 ans, machin, t'es à fond dans le truc, et on te dit stop, tu ne bouges plus, tu restes assis pendant 8 heures, et t'apprends ce qu'on te donne. Tu pètes un plomb. Ouais. Après, je repense à ça, mais c'est peut-être ça marche avec certaines personnes, c'est pour ça mais que nous, on était quand même des enfants hypersensibles. Oui, mais peut-être qu'il y avait une autre... Mais il y a combien d'intellos dans ta classe? Il y en a combien qui sont les premiers de la classe? C'est ce que je disais en lisant la définition d'Aberkan. Et ils disent dans le truc. Et on sait qu'il y en a qui l'ont déjà fait. On sait que c'est possible. Donc tout le monde doit le faire. Bah ouais, mais il y en a combien? Si tu regardes les statistiques de la classe, dans ta classe, tout le monde est plus moyen que très haut. Ben, ça me fait penser à cette image. Tu as dû sûrement la voir et peut-être je vais mal la retranscrire de ce que je me rappelle. C'est plusieurs animaux. Tu as un éléphant, un poisson, un singe et plein de trucs. Il dit le premier arrivant en haut de l'arbre a gagné. Tu as un poisson qui est dans l'aquarium. C'est ça. Tu les vois en face de toi. Le singe, il va y arriver. Il n'y a que lui qui peut, bien sûr. Et pas les autres. Et bon, cette image, elle est très parlante. Tu vois. Et puis elle est très connue et elle résume exactement ce qu'est l'école aujourd'hui. C'est vrai. Donc, il y a des méthodes à adapter à... il y a des méthodes. Par exemple, tu as la méthode de Singapour qui, eux, enseignent les maths avec du concret. C'est-à-dire qu'ils enseignent les maths avec ils matérialisent, en fait, les maths. Tu vois, avec des perles, avec des jeux, tout ça. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre ça. Les résultats en maths à Singapour sont incroyables. Il y a ça. Il y a même une Française qui s'appelle Céline Alvarez, une instite, qui était instite de maternelle. Alors, je ne sais pas si on dit instite pour les maternelles. Oui, on va dire instite. Ouais. Professeur des écoles de maternelle. Oui, moi ça me choque pas. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà. Qui était de maternelle du coup et qui a appris aux enfants du coup c'est quoi de 3 à 5 ans de lire. Elle a appris à compter, à multiplier et à diviser à 5 ans. Le gosse il te multiplie et divise. C'est assez hallucinant. Donc c'est une nana qui a fait ça qui s'appelle Céline Alvarez. Et surtout les gosses tu leur demandes ils ont qu'une envie c'est d'aller à l'école. Ils n'ont qu'une envie, même pendant les vacances. L'autre, il est malade. Je me lève avec un bout de côté. Non, je veux aller à l'école. Ils comptent les jours pendant les vacances avant que l'école reprenne. Parce qu'ils ont une soif d'apprendre. Et parce qu'elle les fait apprendre avec le jeu. Avec le jeu, ouais. Avec le jeu. Alors, on met des perles. On dit, bon, ben là, on multiplie, ça fait quoi si j'enlève ces perles-là? Compte. Et tu les vois, tu as plein d'exemples sur Internet, sur sa chaîne YouTube, où tu les vois, les gosses de 3-5 ans en train de compter, de lire et de coudre et tout. Fais-toi, il leur apprend plein de trucs, quoi. Ouais. À 5 ans. Maximum. Et du coup, est-ce que l'éducation nationale lui permet d'avoir cet enseignement-là? Non. C'est hors cadre. C'est pire que ça, c'est qu'en fait, elle en a parlé du coup à notre cher ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. C'est donc très actuel. C'est assez actuel, oui, non, mais carrément. Enfin, c'est actuel. Avant, elle était coach à Roubaix. Et quand il est arrivé, donc là, c'est. Toi, les premières vidéos, là, je suis en 2015, tu vois. Et en fait, elle en a parlé. Blanquer ne lui a jamais répondu. Il a refusé. Du coup, elle a été virée. Et maintenant, elle l'enseigne en Belgique. D'accord. Elle a dû changer d'endroit. Ouais, c'est pas mal.
Ben voilà, la France. Voilà. Et en fait, c'est là où je te dis que le système éducatif a besoin d'être revu. On parlait un petit peu on disait tout à l'heure que ça n'avait pas beaucoup changé, les classes. Ouais. C'est même pire que ça. C'est qu'à l'époque, tes parents, les miens, se rappelleront que leur bureau était un petit peu incliné. Oui. Pas plat, c'était un petit peu levé, tu vois. Ouais. Et ça, c'était pour soulager le canal carpien du poignet. Quand tu écris, ça soulageait l'enfant. Et aujourd'hui, maintenant, c'est plat. Donc, en fait, non seulement on n'évolue pas, en plus, mais ergonomiquement, on régresse. Tu fais un truc qui va t'amener des douleurs. Bah ouais. On régresse de ouf. Et donc, bon, voilà, il y a plein de trucs. Donc, la solution, encore une fois, comme je disais, c'est la nature, elle a sélectionné le jeu. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à être un peu plus ludique sur l'école. Donc comme je disais, Alvarez, elle est partie en Belgique pour éduquer, parce que là, elle a un peu plus de liberté. On lui donne les moyens, l'opportunité de le faire. Et d'au moins essayer, en fait. Tu vois, bien sûr. Et il y a une chaîne aussi, j'en profite tant que j'y suis, YouTube que j'aime beaucoup, la chaîne de MicMath, qui est tenue par Michael Launay. Et lui, t'apprend les maths. Il reprend toutes les bases avec toi parce qu'il sait que les gens sont un peu nazes en maths en France. Ouais, c'est ça. Et c'est le jour où tu en as besoin pour des trucs à toi, quand tu es adulte, tout ça, que tu sais plus comment on fait, parce que tu t'avais pas appris à l'époque, et du coup tu cherches à comprendre. Exactement. Après tu te dis aujourd'hui j'ai besoin de savoir. Carrément. Et je vous conseille 100% la chaîne MicMath de Michael Launay qui joue avec les maths et qui t'apprend tout dans le jeu. Il a une tête un peu de savant fou en plus avec les cheveux ébouriffés, mais il est tout gentil et c'est il est tout gentil et il t'apprend en s'amusant. Et ça, quelque part, c'est la magie d'Internet et de YouTube et de cette richesse d'apprentissage différent. Tu peux en avoir des milliers et des milliers de façons d'apprendre. Et tu as aussi des applications. Et moi, je fais un parallèle avec une application qu'on m'a souvent recommandée. Parce que du coup, je bosse dans l'aéro, dans une boîte qui est américaine. Donc, toutes les docs sont en anglais. On a beaucoup de collègues aux US. On a des clients, même si c'est des clients européens, tu parles souvent en anglais. Donc, je peux tout le temps demander des formations en anglais. Donc, je vais dans des Cambridge Center, à Oxford, dans machin. Tu as toujours des noms d'écoles là. Je me rappelle plus le nom de la dernière. Et souvent, ces écoles-là te recommandent déjà les conférences TEDx. Ah bah ouais. Voilà, forcément. Bien sûr. Où tu peux trouver des sujets qui te parlent, mais du coup, tu les écoutes en VOST, ou tu as aussi les séries et compagnie, et des applications comme Duolingo, par exemple. Et c'est très, très ludique pour apprendre l'anglais, s'améliorer, ou n'importe quelle langue d'ailleurs, pas que l'anglais, mais moi, du coup, je sais que je m'en suis servi pour apprendre Et ça rend ça rejoint ce que tu dis, c'est un jeu. Ouais. En fait, tu vois, c'est une sorte de jeu, de quiz, de trucs, donc tu te prends au jeu, forcément, et puis tu apprends en même temps, quoi. Bah c'est ça. Et donc pour continuer un petit peu mon cursus scolaire, du coup moi, j'ai pas le bac, donc j'ai dû m'arrêter m'arrêter. Je suis arrivé jusqu'à mon 3e de découverte professionnelle. Donc après ça, t'es allé dans un lycée pro ? Alors je suis allé dans un lycée pro agricole. J'ai fait un BEPA, qui est un brevet d'études professionnelles agricoles, qui s'appelait EAENR, donc entretien et aménagement des espaces naturels et ruraux. Donc en gros, j'ai étudié les plantes. D'accord. Donc, j'ai pas les cours de français. Pour te faire très court, ma prof d'anglais, c'était ma prof de français. D'accord. Donc, c'était pas. Voilà, c'était. Ouais. Elle était multifonction pour apprendre des trucs de base. C'était un peu ça, le lycée. C'est pour ça que souvent je dis que je suis pas allé au lycée, parce que c'est pas vraiment un lycée. Mes études, c'était dehors de la mécanique. Et on apprenait. C'était vachement intéressant, mais on allait en forêt. Ouais. On apprenait les chants des oiseaux, on apprenait le nom latin des arbres, le nom latin des animaux. Et en fait, on était plus dans la bio et dans la bio très mint, au bas de gamme. Mais c'était plus de la nature, en fait. Donc, on apprenait à tondre, à tailler de l'herbe avec un tailluet, à abattre un arbre, à élaguer. Enfin, nous, la base, c'était la base des études pour être garde forestier, en gros. D'accord. Donc, si tu veux, entre les écoles d'histoire et tout ça. Et bon, vu que c'est l'école qui arrive après le collège, c'est le lycée. C'est le lycée. Oui. Dans l'inconscient, c'est cette école-là. Mais ça s'appelle un lycée, mais c'est un BEPA, mais c'est pas du tout les mêmes cours. Enfin, nous, on apprenait des trucs qu'on avait déjà vus au collège. Enfin, c'était pas. Oui. C'était vraiment bas de gamme, quoi. C'était pas très, très compliqué, ouais. Et là, j'étais plutôt bon parce que c'était de l'activité. Ouais. C'était du manuel, c'était d'aller dehors. Il y avait un but, un vrai but. Il y avait un but, une finalité à ce que tu fais. Mais carrément, nous, c'était con, mais on est dans la forêt, on relevait avec du plâtre les traces d'animaux.
Ouais. C'était génial, quoi, tu vois. Et on allait. Du coup, tu avais l'impression d'être paléontologue. Du coup, et là, tu n'as pas repensé à ta prof de. Ouais. Tu n'as pas une petite pensée émue pour elle? Ouais, je t'emmerde. C'est dommage, je l'aimais bien en plus, mais bon, bref. Mais ouais, on était dans ce truc-là très ludique, en fait. On apprenait là-dedans mais après, j'avais quand même des difficultés parce que je me rappelle ma prof de français d'anglais, du coup, qui était la même. Comme j'étais nul en orthographe, mais par contre, sur le fond, j'étais assez bon. Et en fait, dès qu'elle me rendait des rédactions, elle pétait des plombs. Elle disait, mais putain, mais il te manque 2 points d'orthographe, quoi. Je t'aurais mis un 20, là. Tu vois, je t'aurais mis un 20, quoi. Mais personne m'a poussé dans le truc. Personne m'a dit, elle aurait pu me... Toi, elle aurait très bien pu me dire, écoute, viens, il faut qu'on parle, écoute, il faut qu'on fasse des efforts sur l'orthographe, mais par contre, le fond est très, très bon. Le fond est très bon, la base est très bonne, on va t'améliorer, t'aspirer vers le haut. Et du coup, pas pointer du doigt le petit truc qui marche pas parce que au final, souvent, tu retiens que ça, quoi. Elle avait noté, encore une fois, elle avait noté, et pour moi, était catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus, surtout, à l'école, on t'apprend un truc, on te fait faire des contrôles individuels, alors que toute ta vie professionnelle, on te dit, mais n'hésite pas à demander de l'aide. Demande de l'aide. Mais on te demande de faire des contrôles individuels et de ne pas tricher, de ne pas copier. Ouais, de ne pas faire un truc collaboratif, alors que mutualiser, quoi. Alors que tout le temps, après, une fois que tu es dans le milieu pro, tu sais pas le faire, demande de l'aide. Alors je comprends qu'il y a ce côté, il faut apprendre à être autonome aussi. Mais bon, ça devrait pas être autant de contrôle individuel. Ouais, il devrait y avoir plus de trucs, genre comme je me rappelle à l'époque, il y avait aussi des trucs qui existaient encore, des TD. Ah oui, TP. Tu avais les TP, TD, travaux pratiques et travaux, je sais plus, il y avait TD aussi, je crois. Ça, je sais pas, moi, je fait. Ouais, bon, j'ai fait un gros blackout sur ma scolarité. J'ai l'impression que c'est tellement loin. Et c'est là où... Les travaux dirigés. TD, je crois que c'était ça. Travaux dirigés, c'était des trucs en équipe à chaque fois. Ah ouais. Où t'étais toujours 2. Et voilà. Et donc moi, je suis sorti de ça. Donc j'ai arrêté après 2 ans de BEP. Donc j'ai arrêté à 17 ans l'école où je voulais arrêter parce que j'avais un groupe de musique et je voulais arrêter, travailler et me payer du matos. Ouais. Donc je suis devenu caissier à 17 ans. Donc j'ai mon premier CDD à 17 ans où j'étais caissier à Intermarché. Et puis après, j'ai fait un petit peu de paysagiste parce que c'est ce que j'avais appris. Oui. Voilà. Et après, je suis rentré dans le travaux public pendant 5 ans où j'ai peint des routes. Mon métier, c'était de faire de la peinture routière. Donc, je peignais les parkings, les passages piétons, les stops. Tout ce que vous voyez avec de la peinture au sol, c'est ce que je faisais. Et j'ai fait ça 5 ans. Mais persuadé de ne pas être capable de faire plus que ça. Ouais. Jusqu'à un moment où je me pose la question, je me dis, mais quand je vois les beaufs avec qui je bossais, parce que vraiment, je vais le dire, j'ai bossé avec des beaufs qui passaient leur temps à insulter les meufs. Je me rappelle, à l'époque, je voyais mon ex-copine qui habitait dans le Nord. Je prenais l'avion à ce moment-là. Et quand je revenais, on me dit alors, t'as fait quoi ce week-end? Je dis j'étais dans le Nord à ma copine. Ah, c'est une salope un peu, non? Elle suce un peu, elle te suçait un peu comme ça? Je te jure que c'était vrai, tu vois. Et je dis mais ferme ta gueule en fait, tu vois. Et c'était que des bofs comme ça. J'avais ça tout le temps. Ou dès qu'il y avait une meuf qui passait dans un camion, parce que c'était des travaux publics, et il ouvrait la fenêtre, regarde-moi cette salope, ah salope! Comme ça il faisait. Tu sais, et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience, je me dis mais putain, mais moi je suis pas comme ça quoi. Ouais, alors, je l'ai défoncé, mais vraiment, littéralement, je me dis putain, mais ferme ta gueule, imagine c'est ta sœur et tout, t'aimerais qu'on parle comme ça de ta fille ou autre comme ça, tu vois. Ça me rendait fou de moi. Et là j'ai commencé à me dire, je me suis dit, putain, mais peut-être que je vaux mieux que ça en fait. Parce que on m'a toujours dit, mes profs m'ont toujours dit que de toute façon, tu sais pas écrire, tu sais pas lire, t'arrives pas à te concentrer, tu vas finir dans les travaux publics. Alors je dénigre pas les travaux publics, mais je dis que c'était facile de me dégager, de pas faire d'études. Et du coup, j'ai décidé de refaire mon éducation tout seul. C'est là où au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais je vais me mettre à lire. Tiens, je vais regarder des conférences. Et tu parlais des conférences TEDx, ça m'a tellement aidé. J'ai regardé beaucoup de conférences TEDx, beaucoup de documentaires, beaucoup de reportages. J'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire, sur tout, même les maths, un peu le français, essayer de comprendre. Parce que je te montre mon Skyblog à l'époque. Je veux dire que les phrases, je savais pas écrire un mot, quoi. C'était dégueulasse, quoi. Et j'ai appris petit à petit, je me suis redonné confiance. Et puis j'ai vu des conférences, notamment des conférences d'Idriss Aberkan, qui m'ont littéralement fait comprendre que je pouvais tout faire. De Laurent Gonel aussi, qui a été très importante pour moi. Et à ce moment-là, je regarde le making-of de Kaamelott saison 6 et je vois Alexandra Stiffer et je fais ok, je vais faire ça moi maintenant. J'ai envie de faire ça. Donc j'ai quitté mon CDI de 5 ans où j'étais chef d'équipe à 18 ans. Toi, c'est quand même bien, toi. Bien sûr. 18 ans, j'étais un CDI, chef d'équipe. Mais j'ai quitté mon travail et je me suis lancé à fond dans la réalisation de vidéos. Donc j'ai fait une petite formation pro de 6 mois. Et à partir de là, j'ai appris tout seul. J'ai commencé à me faire confiance, à m'éduquer,
à m'instruire. Te montrer que tu étais capable. Que j'étais capable de le faire. Et en fait, c'est possible. Oui, bien sûr. C'est possible. Et aujourd'hui, c'est ça que j'adore, mais j'adore ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai changé de route en 2014. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis à mon compte et que je réalise des vidéos. Je travaille aujourd'hui à la télé, dans l'émission littéraire, la seule qu'il y a sur le PAF de France Télévisions, tu vois. Donc je travaille à la Grande Librairie et je réalise des sujets à la Grande Librairie et je vais dans des classes et je bosse avec des élèves pour leur faire lire à voix haute avec des écrivains connus. Et en fait, je suis là au milieu, je fais putain, mais fuck quoi. Fuck le système scolaire. Je me suis démerdé tout seul de mon côté. Et j'arrive aujourd'hui à faire tout ça, quoi. À côtoyer les plus grands écrivains, à discuter avec l'animateur, être assez proche de l'animateur avec François Bunel. Et je me dis, mais en fait, l'école, ça fait pas tout. Et je rêve aujourd'hui, ce serait un de mes rêves, c'est d'aller dans des classes de troisième, de lycée, de ZEP, c'est les trucs même de SECPA. Exactement. Et leur dire, les gars... Et raconter ton parcours. Ouais, leur raconter mon parcours et leur dire, les gars, c'est pas une putain de fatalité. Tu vois, et que c'est pas grave. C'est-à-dire que moi, j'ai été caissier à Intermarché, j'ai été paysagiste, j'ai récuré des bacs à merde de la station d'épuration de Toulouse pour me faire un peu de pognon. J'ai travaillé dans l'usine, j'ai trié des colis pour la poste, j'ai fait les inventaires à 3h du mat des magasins, j'ai fait plein de jobs de merde, si tu veux. Mais c'est pas une fatalité, c'est pas grave. On vaut tous mieux que ce qu'on nous demande d'être. Si on nous dit non, mais toi, t'es capable de faire que ça, ben c'est pas vrai. Toi, t'es capable de faire ce que toi, t'as envie de faire. Exactement. Et c'est ça qu'il faut vraiment se dire tous les jours, c'est que si j'en ai envie, je vais le faire. Alors oui, t'en chies. Moi, j'en ai chié parce qu'il y en a qui ont peut-être le même parcours que moi, qui ont juste allé faire un bac, qui ont fait je sais même plus comment t'appelles ça, un BTS audiovisuel, il y en a qui ont fait des trucs comme ça, beaucoup plus facile et beaucoup plus taxé. Moi, j'en ai chié peut-être 2 fois plus, mais putain, aujourd'hui, je veux savoir quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ça t'a montré que tu étais capable de faire quelque chose si tu portes un intérêt à quelque chose, tu peux le faire. Bien sûr. Quel que soit le domaine. À partir du moment où tu as envie de faire ça et que ça te parle, en fait, fais-le. Même si on te dit l'inverse. Ouais. Tu sens que c'est fait pour toi, que ça t'intéresse. Il faut se faire confiance. Et après, tu as souvent, du coup, l'éducation nationale qui peut t'inculquer ces croyances limitantes. Ouais. Il y en a certaines personnes, ça peut être leur famille, bien sûr, qui vont dénigrer, qui vont dire mais non, tu n'es pas capable. D'autres, ça va être leurs conjoints ou leurs amis. Et en fait, tu as tout cet environnement-là qui te dit, qui n'en a aucune idée, parce que c'est en toi, qui te dit, toi, tu n'es pas capable de faire ça, toi, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et donc, du coup, tu absorbes un petit peu tout ça. Et si en plus, je pense que le fait d'être hypersensible, ça amplifie nos capteurs et ça amplifie le fait que ce truc-là, on va se l'intégrer en nous. Mais c'est pareil, moi j'ai un petit peu je te raconterai aussi mon parcours scolaire en résumé jusqu'au monde de l'entreprise, vraiment en très résumé, mais ça rejoint carrément ce que tu dis. Ouais, mais c'est l'école qui est débile. Et en plus, l'école est... Bon, il y a plein de trucs à revoir, tu vois. Enfin, je fais une petite parenthèse sur les cours que tu as quand tu es en 4e, je crois, d'éducation sexuelle, par exemple, où tu as une infirmière qui vient et qui t'explique à peu près la contraception, tout ça. Bon, c'est 1 heure et personne ne retient rien du tout de ce truc-là. On a 6 ans d'écart. Ouais. J'ai pas souvenir de ça. Ah oui. Moi, j'ai juste souvenir en 5e, 4e, pareil, des gendarmes qui viennent au collège. Ça, je vais t'en parler aussi. Pour nous parler drogue, alcool et des capotes. Je crois que c'est les gendarmes. Ah oui. Si tu te dis, putain, mais c'est quoi le rapport ? Le truc, ça a duré 1 heure. Voilà. C'est ça. Bon, c'était en 96, 97. Oui. On est en 2021, j'espère que... Justement, alors moi, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps où, en fait, c'est pas tant que ça. Ça n'a pas tant changé que ça, tu vois. Et aujourd'hui, on t'apprend par rapport aux infirmières qui viennent. Maintenant, c'est des infirmières qui viennent et on t'apprend le consentement, plus que la sexualité. Ouais, bon, déjà... Ouais, mais déjà, c'est bien. C'est énorme. C'est génial, on te dit attention, les filles, vous voulez pas. Donc on t'apprend tout le côté du consentement, de bien dire non. Les garçons, c'est pas parce que une fille vous dit oui, mais c'est vrai qu'elle est. Enfin, voilà, il y a tout ce côté du consentement qui est étudié. Mais encore une fois, on t'apprend pas un clito, on t'apprend pas. T'as vu, le schéma du clito, c'est quoi, 2013, où ils ont enfin mis ça dans les manuels d'école, je crois. Ah, je crois que le premier schéma, c'est 2013, je crois. Ouais. Enfin, à vérifier, mais je crois que c'est 2013. Et en fait, on t'en prend pas la sexualité. Et les gosses, ils vont sur Pornhub, quoi, tu vois. Et nous, on a eu le gendarme aussi qui était venu pour la drogue. Ça, je me rappellerai toujours. Parce que je lui en veux, parce que jusqu'à très longtemps, j'ai été con. Et nous disait, bon, vous voyez, le shit, comment ça se traduit, le shit, en français ? Shit, c'est la merde, ok ? Les boulettes de shit que vous avez, c'est un petit peu de résine de cannabis
ok, coupée avec de la merde de chameau du Maghreb. Ok, ce que vous fumez là, c'est un tout petit peu de cannabis, mais c'est surtout de la merde de chameau. Du Maghreb. Donc déjà, c'est cadeau. Ouais, donc, cadeau pour le Maghreb. Tiens, je te le donne. Alors, le racisme, voilà, c'est du Maghreb. Okay. Mais maintenant, imaginez, on est où là? On est à Toulouse, on est en France. Vous croyez que les mecs ils vont se faire chier d'aller chercher des merdes du chameau au Maghreb, alors que la merde, ils l'ont chez eux? Alors, ce que vous fumez, mes amis, eh ben, c'est de la merde humaine. Voilà. Le shit, c'est de la merde humaine. Donc, ne fumez pas ça, parce que c'est de la merde humaine. Moi, jusqu'à 23 ans, 24 ans, peut-être voire plus, j'étais persuadé C'était que le fabriqué shit, à la station d'épuration. C'était, mais la merde, non, mais des mecs chez eux, Ouais, des dealers. c'était leur propre merde de chez eux. Ouais, ils nous disaient, ben, les dealers qui vous vendent du shit, en fait, ils vont chercher la merde de leur shot et ils vous le font sécher et ils vous le vendent ça. C'est ça qu'il nous disait. Il nous a expliqué ça. Ouais, par le mensonge. Par le mensonge. Et il voulait nous éduquer contre la drogue par le mensonge. La théorie du choc, mais par le mensonge. Ouais. Et surtout que moi, je suis passé pour un gros con quand j'ai dit, mais pourquoi vous fumez ça? C'est de la merde. Ben oui, je sais que c'est de la merde, mais c'est pas grave, c'est quand même bon. Quand je te dis c'est de la merde, c'est de la vraie merde. Ouais, mais moi, ce que je dis, je me dis, mais en même temps, c'est de la merde de chez toi. Et je me rappelle, je sais plus à qui j'ai dit ça, mais c'est foutu de ma gueule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est de la résine de cannabis, tu vois. Toi, c'est de la résine, quoi. Mais c'est pas de la merde humaine. Mais non. Mais c'est pas de la merde de chameau. Mais quoi? Et quand j'ai raconté ça, mais les gens se sont foutus de ma gueule. Tu m'étonnes. Mais qu'est-ce que t'as envie de faire à ce moment-là? Ouais, t'as juste envie de fumer des putains de gros joints. Ouais, juste et tu dis, mais venez c'est clair. Je n'ai pas fait parce que j'ai fumé qu'une seule fois, je vous rappelle, c'était à Amsterdam, c'était légal. Ouais. Mais voilà, et moi je me rappelle tu vois, c'est chaud quoi. Non, comment tu peux faire confiance maintenant à partir de ça à l'éducation, que ce soit en histoire ou tu vois. Si tu dis tu me racontes des gros cracks comme ça, du coup tu remets tout en cause, tu remets tout en question. Tu dis attends, mais est-ce que ça c'était vrai? Est-ce que ça c'était vrai? Et quand tu veux respecter les flics après? Moi, nous, tu vois, mais les gendarmes, mais en fait, ils te passent ton temps de te mentir quoi. Le problème, il te suffit d'une personne qui n'est pas exemplaire pour te dire c'est bon, et pour généraliser, te dire allez, fuck. Tu vois. Ouais, mais c'était l'enfer. Enfin, moi, putain, c'est l'enfer quoi. Donc bon, voilà. Il y a tellement de trucs à dire. Non mais c'est incroyable quoi. Donc en gros, moi je vais terminer mon histoire là en vous disant que si vous avez envie de faire quelque chose, juste faites-le. Cherchez la façon le plus cohérent pour vous. Ne suivez pas des schémas, mais juste dites-vous qu'est-ce que moi je pourrais faire pour arriver, quel est mon chemin, quel est mon itinéraire pour arriver du point A au point B. Voilà. Et faites-le. Et c'est pas grave si on n'a pas le bac. Moi, j'ai aucun putain de diplôme et je suis réalisateur pour la télé aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a aucun problème. Et si des fois tu te rends compte qu'en fait tu voulais aller du point A au point E, tu sais qu'il faut d'abord il y a les points B, C et D avant. Il faut arriver à les repérer d'abord. Exactement. Pour pas non plus se décourager trop vite et se dire non, c'est mort. Tu vois, c'est comme si moi. Enfin, je me pose des questions. Moi, c'est pareil par rapport à mes envies, ce que je fais aujourd'hui, ce que j'aimerais faire plus tard. Et des fois, je me dis que j'ai peut-être des ambitions qui sont trop hautes et je me dis vu mon âge et tout ça, enfin tu vois, je me dis c'est compliqué, mais je sais qu'il y a un domaine qui me plaît et je commence un petit peu à me mettre sur cette voie doucement, tu vois, en parallèle de tout ça, mais pour pas pouvoir mettre la marche trop haute, tu vois, et y aller étape par étape quoi. Parce que je sais que c'est un truc qui me parle et qu'au fond c'est un truc il me suffit juste d'être moi-même pour faire ce métier. Ouais. Ce vers quoi je veux aller, il me suffirait juste d'être moi. Toi-même et ça passera tout seul. Ouais. Mais c'est là où c'est important de calculer l'itinéraire avant d'y aller. Moi, je sais que pour être réalisateur, ce qu'il fallait que je fasse, c'était à mon niveau, vu que j'ai pas de bac ni rien, je peux pas faire d'études supérieures d'audiovisuel. Ouais. Donc, je savais que je pouvais faire juste une formation pour adultes qui durait 6 mois. Mais je sais que pour en arriver là, il fallait que soit je me mette au chômage, soit que la région me le paye, mais là c'était hyper compliqué. Mais pour ça, il fallait que j'ai travaillé 5 ans, donc j'attendais d'avoir mes 5 ans de CDI. Donc j'avais calculé, écoute, mais maintenant je peux le faire, je sais que j'aurais été pris, j'ai été pris, et du coup tu peux te lancer. Faut pas partir non plus dans tous les sens, il faut se poser et réfléchir. Tu vois. Voilà, donc ça c'était ma petite histoire, ma petite grande histoire sur l'éducation. Est-ce que Laurent, tu peux nous en dire plus toi de ton côté, de ton ressenti et de comment tu as vécu l'école? Ouais. Alors du coup, je vais te parler un petit peu de mon vécu des différentes écoles parce qu'à chaque fois, il y a eu un step différent et des étapes différentes et de mon évolution professionnelle qu'il y a eu derrière, mais très succinctement. Parce que, pour moi, je suis obligé de tout raconter pour que c'est du sens pour moi, sinon ça n'a aucun sens.
Bienvenue dans une tête d'hypersensible. Donc, Moi, t'as vu la mienne, c'est pas fameux, hein. Il a dit. tiens, bordel là-dedans. Ah, putain, mais il a dit. Donc, maternelle, bon, je sais plus, maternelle, quoi. Ouais, pareil. Voilà. Primaire, collège, lycée et fac. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Fuck that shit. Fuck, man. Du coup, le primaire, je réussissais, quoi. En fait, j'écoutais à peu près, je comprenais assez vite et j'avais des facilités, en fait. Donc, j'avais pas besoin entre guillemets, de forcer mon talent. Je travaillais pas forcément. Des fois, j'étais même ailleurs, tu vois, dans ma tête, tout ça. Mais je me rappelle que j'étais bon en français, j'étais bon en maths. J'étais bon en histoire, géo, parce que j'adorais l'histoire géo. Je lisais des bouquins d'histoire de Moyen-Âge, j'étudiais les cartes, je connaissais l'Atlas. Enfin, c'est un truc vraiment où pour moi, c'était facile, j'étais dans les premiers, quoi. On se tirait la bourre avec une pote, donc j'étais soit premier, soit second de la classe, tu vois, ça dure à peu près tout le primaire. Voire troisième après, parce qu'il commençait à avoir un mec qui avait sauté une classe, j'ai jamais sauté une classe. Okay. Et du coup, tu vois, je me disais, putain, toi, t'es nul. Je commençais déjà à me dire, putain, t'es nul, lui, il a sauté une classe, alors que j'étais premier ou second. Ou des fois troisième, tu vois. Mais du coup, il suffisait qu'il y en ait un ou deux au-dessus de moi pour que je me dise, putain, alors qu'il y en avait 20 qui étaient derrière, tu vois. Ouais. Donc, en fait, j'arrivais quand même à accrocher à peu près au système scolaire jusque-là. J'ai de très bons souvenirs de l'école primaire qui se trouvait à peu près à 5 mètres de ma maison. Ah ouais. Alors, maternelle, primaire et collège, toutes les écoles sont dans la rue de chez ma mère. Au même endroit. De chez mes parents. D'accord. À l'époque, c'est mes parents, les deux qui habitaient là. Donc, c'était à 8h30, ça sonnait. Tu vois, pour faire le premier cours, moi je me levais à 8h15. Ah ouais. Je prenais mon benko, je me foutais dans le museau. Et des fois, je partais. Une fois, je sais plus si c'était moi ou mon frère. Cette anecdote, je me rappelle plus. Je crois que c'était mon frère. Il était arrivé en pantoufles. Il avait à l'école. Ouais, il vous disait mettre les chaussures. Je crois que c'est lui. Je pense pas que c'était moi. Bref. Donc, je vivais un peu sur mes acquis. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on fait cet épisode aujourd'hui, on le tourne donc chez moi, j'ai tous mes dossiers scolaires, donc du coup j'en ai ressorti là, juste pour essayer de me rappeler. Est-ce que tu ne ferais pas l'honneur de nous lire 2-3 appréciations de prof? Allez, c'est parti, je vais te dire, premier, deuxième, troisième trimestre de CM1, donc juste avant de passer au CM2. Ok. Monsieur Panassier, qui est un maître que j'ai beaucoup apprécié. D'accord. C'est mon Panassier-sama, pour parler à la Dragon Ball. Très bien. De très bons résultats. Laurent a des facilités. La rigueur manque parfois. Certaines étourderies pourraient être évitées. Il n'y a pas de S ni de Z. Ça commence bien. Moi, j'étais très fort à l'école. Plus de participation serait souhaitable. Donc, j'étais déjà un peu tête en l'air et un peu discret dans mon coin quand même, parce que quand même timide. Deuxième trimestre, mes remarques seront sensiblement les mêmes qu'au premier trimestre et les résultats, s'ils sont bons, pâtissent parfois d'erreurs d'étourderie regrettables. Tiens, ça fait 2 fois. Un effort dans ce sens serait le bienvenu. Et troisième trimestre, des capacités certaines qui ne sont pas exploitées à 100%. Plus de concentration éviterait les erreurs d'étourderie, tiens donc, qui pénalisent parfois Laurent. Il faut apparaître des résultats inférieurs à ce qu'il pourrait faire. Un peu tête en l'air, Lolo. Ouais, un petit peu, parce que des fois, je me faisais chier. J'étais là, alors je partais dans mes pensées, tu vois, déjà dans des trucs. Oh ouais. Et Laurent, hein, quoi, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Donc voilà, bon après, CM2, ça rejoint un petit peu la même chose. Premier trimestre, résultat très satisfaisant. Laurent m'a semblé se réveiller en fin de trimestre. Parce que fin du premier trimestre, ça correspond à peu près avec mon anniversaire à Noël. Tu vois, tu te dis, si tu faut avoir des bonnes notes, si tu veux avoir des bons cadeaux. Pas mal. Peut-être, je me dis. L'appel du gain. Il m'a paru plus concentré et désireux de réussir parfaitement. Ça, c'est ce que j'ai dû lui vendre, sûrement. Souhaitons que cette attitude se développe. Deuxième trimestre, toujours de très bons résultats, mis à part un petit raté avec les divisions assez incompréhensibles. Ah, je suis désolé. Je sais que j'ai merdé complet. C'est à ce moment-là que ma vie a dérapé. Ouais, les divisions, tu sais. Je suis parti dans la drogue direct après. Ouais. Élève sérieux et autonome, la participation reste discrète. Donc voilà, toujours un peu dans mon coin. Et dernier trimestre, Laurent fait son bon nombre de chemins. Il lui faudra peut-être plus de dynamisme en 6e. Il est en effet resté discret cette année. Les résultats sont toujours très satisfaisants, admis en 6e. Donc je finis l'école primaire en étant, du coup tu l'auras compris, un peu discret, un peu étourdi, mais ça marche. Et là j'arrive au collège. Donc au collège tu as des écoles d'autres villages. Donc tu as plus d'élèves et
proportionnellement plus de premiers et de deuxièmes de leur classe qui arrivent là. Et là, je commence à plus être dans le trio de tête, parce que toujours je suis très... je bosse pas, quoi. Je suis un branleur. Voilà. Je suis un branleur, je vis sur mes facilités. Donc là, je commence à me retrouver vers la 5e, 6e, tu vois, de la classe. D'accord. Donc je commence un peu à me comparer aux autres et tout ça. Et puis, au fur et à mesure du collège, ça diminue. La 3e, je crois qu'au 2e trimestre, c'était limite, j'allais redoubler. Si je mettais pas un coup d'accélérateur. Bon, j'ai mis un coup d'accélérateur, j'ai eu le brevet, nickel, enfin voilà. Donc du coup, j'ai été admis en seconde générale. Okay. Donc du coup, je suis allé dans un lycée général. Et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. J'avais vraiment... je savais pas trop... je me disais soit architecte, soit j'avais plus trop ce truc d'archéologue. Je l'avais surtout plus jeune. Mais je savais pas du tout, quoi. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à 14 ans, 13 ans, 15 ans, on te demande ce que tu veux faire. Ouais. Moi, à 13 ans, je voulais jouer à Pokémon, quoi. Ouais. Tu vois, comment tu veux savoir... Après, en même temps, il faut aussi que tu puisses faire des études rapidement, mais comment tu veux savoir à 14 ans, 15 ans ce que tu veux faire plus tard, Tu peux pas poser un métier précis, je pense, mais tu peux... cerner un domaine. Par exemple, je te fais le parallèle avec mon neveu qui est actuellement en 3e. Ok. Lui, il sait qu'il a, parce qu'il est très influencé par ce qui se passe aujourd'hui, il a envie d'être chercheur. Tu vois, il a envie d'aller vers des trucs scientifiques et d'être chercheur en labo. Parce qu'il dit, ouais, moi j'ai peint le cul de ce Covid, ces trucs, tu vois. Et du coup, il a envie de travailler. D'ailleurs, il va faire un stage bientôt à l'hôpital Lagrave, à côté. À côté, oui. Ou à l'arrêt, non, à l'Hôtel-Dieu, pardon. À l'Hôtel-Dieu, ok. Qui est juste à côté. Du coup, je vais l'héberger une semaine, comme ça. Voilà, on va passer un moment, tonton-neveu ensemble. Et donc voilà, il a envie de, tu vois, mais parce que, mais c'est pas un métier en particulier, mais il sent qu'il a envie d'aller dans ce domaine. Et en fait, c'est compliqué, effectivement, à cet âge, de se dire, je veux faire tel métier précis. Donc, du coup, il faut que je fasse telles études précises. Moi, je n'en avais aucune idée. J'avais juste ce truc que je te disais tout à l'heure, c'est de me dire, il faut que tu restes en général. Sinon, si tu vas dans le technique ou dans le pro, c'est que t'es pas intelligent, t'es nul, tu vois. Et vu que j'étais toujours plus ou moins dans les premiers et tout ça, je me dis, tu passes en 2e division. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, alors que c'est complètement des conneries. Et la vie derrière me l'a montré, que c'était des conneries de penser comme ça. Mais néanmoins, c'est des choses qui sont ancrées. Donc, par contre, en seconde, donc là, pareil, c'est des gens de plusieurs collèges, donc le niveau augmente encore. Et là, ma première seconde, je suis dernier de la classe et je le vis très très mal. En fait, je travaille toujours pas. Et là, il faut vraiment, tu vois, arriver au lycée, il faut quand même commencer un petit peu plus à bosser. Et là, je me compare à tout le monde et je me dis, t'es nul, t'es une merde. Et du coup, arrivé à la fin de ma seconde, on me dit, soit tu redoubles. J'étais en seconde SES, c'était sciences économiques et sociales. Je voulais faire une première sciences économiques et sociales. Donc, on m'a dit, soit tu redoubles pour ensuite aller en première SES, soit tu pars en première STI. C'est sciences des technologies de l'industrie, je crois. Donc, technique. Donc, tu passes du général au technique dans le même lycée. Mais voilà. Et il y avait 2 options, c'était électrotechnique ou mécanique. Et moi j'étais là, je me disais non mais j'ai pas envie de faire ça. Moi je vais être toujours dans la pseudo-élite. Je veux pas faire des trucs. Non, moi j'étais fort. Je redouble. Toujours aussi nul. Donc j'arrivais à la fin de ma 2e seconde. Là on me dit toujours 2 options. Soit tu vas en première STI, soit tu te casses. Donc là, je me dis, alors à cette époque, je traînais avec pas mal de potes zikos qui étaient partis à Saint-Cernin, qui avaient fait études musique et tout ça. Okay. Je commence à me poser la question de me dire, est-ce que j'irais pas faire études musique aussi? Donc je commence à passer des auditions au conservatoire. Donc autant au niveau batterie, j'avais fait une pré-audition avec le prof de batterie qui m'avait dit, bon... t'as le niveau limite, mais tu pourrais passer. Par contre, en solfège, c'était une catastrophe. J'étais trop nul. Et donc là, je me suis dit non, c'est mort. Donc je me dis, j'avais pas envie d'aller dans un autre lycée. Donc par défaut, je vais en première STI dans ce même lycée à Saint-Orens, ici à côté de Toulouse. Et là, j'arrive en première STI et de suite, on est dans un truc beaucoup plus concret. Tu vois, on est dans de l'électrotechnique, donc il y avait des manips, il y avait des trucs comme ça. Ça restait quand même, t'avais quand même de l'enseignement général qui continuait, mais t'avais plus de trucs concrets, tu vois, qui me parlaient. Et là, en fait, sans forcément trop travailler, juste en écoutant un cours, bim, je suis revenu dans les 3 premiers, en première. Et donc là, je me dis, trop bien, donc je reprends goût au truc. Donc comme j'étais dans les premiers, je commence à travailler un peu chez moi aussi, tu vois. Et en fait, ça a été un cercle vertueux.
Et moi, pour moi, la première et la terminale, c'est les 2 plus belles années de ma vie. Je suis dans une classe qu'avec des mecs. C'est que des mecs. Par contre, il y avait une espèce de solidarité dans cette classe. Ah ouais. Une ambiance et on faisait les cons tout le temps. Enfin, j'ai ce souvenir qu'on faisait les cons, on se marrait, vraiment on chialait de rire à tous les cours. Et en plus de ça, j'y arrivais, quoi. Tu vois, j'étais bon, je réussissais. Enfin, et c'est à ce moment-là aussi où j'ai eu mon premier groupe de musique. Donc, enfin, tu vois, c'est toute cette période, une espèce de nostalgie qui se met là-dedans. Et donc là, je me dis, c'est vraiment très cool. J'ai mon bac avec mention. Donc, mention assez bien. Donc, tu vois, vraiment, je me dis, bon, t'es parti de loin la seconde, donc mon bac techno, du coup, pas bac général, mais j'étais quand même fier de moi. Et j'arrive à reprendre un cursus plus ou moins général, c'est-à-dire que je fais un DUT, donc un diplôme universitaire de technologie, GE2I, donc c'est génie électrique et informatique industrielle, à Paul Sabatier à Toulouse. Donc, je suis prêt à Paul Sabatier à Toulouse. En plus, c'est pas à Tarbes, donc, parce que j'avais un bon dossier. Et là, par contre, en un mois, ils nous ont fait rattraper le programme de scientifique, de première terminale S en maths, en un mois et tout ça. Ça allait très, très vite. Et là, boum, pareil, parce que là, tu te retrouves avec des gens de la France entière, du coup, de la région, tu vois, c'est encore plus. Et là, je vivais dans une CTU. J'avais juste les bourses, parce que bon, mes parents n'avaient pas de thunes, donc j'avais 300 € de bourse. Je me payais tout, la CTU du Crous, 9 mètres carrés. Avec le bidet et les chiottes communs à l'étage et la douche commune, dans un vieux truc pourri de 9 mètres carrés. Je me payais tout. Enfin, tu vois, et en fait, je l'ai vraiment très, très mal vécu, cette période-là. Parce que j'étais largué, j'arrivais pas à suivre le rythme. Tout le monde, enfin, souvent, les gens disent la fac, c'est les plus belles années de ma vie. Ouais. C'est pour ça, moi, je te dis non, moi, c'était vraiment la première terminale. Avant, ouais. Je l'ai très, très mal vécu. Et en fait, je me suis dit, grâce à mon stage de fin de... Alors, j'ai réussi à passer entre les gouttes, à pas redoubler. Je n'ai redoublé aucun semestre ni la deuxième année, donc je l'ai eu en 2 ans. Grâce à mon stage en entreprise où j'ai tout pété. J'ai fait mon stage et mon rapport de stage, j'ai eu 18 ou 19 coefficient 10 000. Et en fait, ça m'a permis de rebasculer à la moyenne. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, il faut que j'aille travailler. Il faut que je sorte de ce truc d'études, de compétition, d'être le premier. Ça me parlait pas du tout. Et je suis rentré. Donc avant ça, j'ai eu des petits boulots d'intérim à droite à gauche, ou pareil, où je bossais dans une société de nettoyage et cette société de nettoyage était embauchée par un gros fabricant d'avions qui se trouve sur Toulouse, dont je tairai le nom. Et du coup, je me retrouvais à nettoyer des avions, à nettoyer des bureaux, tu vois, à faire des trucs comme ça. Et finalement, un mois après, j'ai eu mon diplôme. J'ai été embauché par une boîte dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Ok. Donc, j'ai commencé en tant que... J'étais technicien de réparation en atelier, où je réparais genre des télécommandes, tu vois, pour tout ce qui est divertissement passager en vol. Ok. Donc, sur les vols long courrier, donc tout ce qui est vidéo, tout ça. Et en fait, au début, je réparais juste des télécommandes à la chaîne. Donc, c'était le truc bête et méchant. En fait, tu changeais tout le plastique, tu gardais ta carte électronique et tu remettais du plastique neuf, quoi. D'accord. Il fallait que tu en fasses 10 par jour à la chaîne, tu vois. Ça, tu avais ça combien de temps, là Ça, j'ai fait ça de nuit. Je l'ai fait pendant peut-être 13-14 mois. Okay. J'étais en CDD, après ils m'ont pas gardé, ils m'ont repris en intérim, après ils m'ont embauché. Et en fait, ils ont vu que j'étais capable de faire plus que ça, dans ma façon de faire des comptes rendus en fin d'équipe, que j'étais organisé, tu vois. Ils ont vu des valeurs, des compétences chez moi, organisées, claires. J'arrivais à gérer mon temps. Et en fait, c'est basé là-dessus. Ils m'ont donné des responsabilités au fur et à mesure. Ils se sont dit, il se démerde pas mal en anglais, donc on va lui faire rédiger les mails pour les supports techniques aux États-Unis. Donc petit à petit, ils m'ont filé des billes. En fait, très tôt, ils m'ont fait évoluer, ils m'ont fait devenir chef d'équipe. Alors que j'avais 25-26 ans. J'étais chef d'équipe, j'avais 10 mecs sous moi, dont des Anglais, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a boosté, ça m'a filé une confiance en moi. Et après ça, je suis parti, donc je suis resté 10 ans en atelier. Je suis parti là, 5 ans faire du support technique chez un client directement, alors qu'avant, je n'osais pas décrocher un téléphone pour commander des pizzas. et vraiment, professionnellement, j'ai gagné en confiance en moi, en fait, vraiment. Et je me suis rendu compte que, tu vois, quand j'étais à la fac et tout ça, que je me disais, non, mais en fait, tu pourras jamais évoluer, faire des trucs comme ça. Ben aujourd'hui, on me donne des responsabilités de bac plus 5, de mecs qui ont fait des grandes écoles, parce que je fais des tâches de responsable de programme, où je gère des budgets, je gère des contrats, je fais des... Enfin, tu vois. Alors que... Ouais, bah, et ça rejoint un petit peu ton histoire quelque part, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il y a aussi des gens qui ont cru à moi, qui m'ont fait confiance et qui ont fait en sorte que je les remercie, parce qu'il y a aussi des bonnes personnes des fois qui arrivent à te faire en sorte que cette confiance en toi monte. Et en fait, ça m'a beaucoup servi, cette confiance professionnelle, en plus dans ma confiance
personnel dans d'autres domaines de ma vie. Après, j'ai pris le pot, le vase, et je l'ai reversé dans les autres domaines de ma vie. Mais c'est pour ça que j'en veux aux profs, moi, à certains profs. C'est que, tu vois, on fait des conseils de classe souvent. Tu sais, les profs, ils font des conseils de classe pour parler aux parents, tout ça. Mais moi, on devrait faire des conseils de profs aussi. Pour dire, tiens, ce prof-là, il est pas bon. Celui-là, il nous a pas aidé. Ma soeur m'a raconté qu'elle était sa prof d'anglais. Et en fait, elle ne leur donnait pas cours d'anglais. Et en fait, elle racontait ses week-ends à chaque fois. Et moi, ce week-end, j'ai fait ça, je suis sorti. En fait, elle a été tellement remontée contre l'éducation nationale qu'elle refusait de faire cours. Et quand elle se faisait contrôler, une fois, il y a eu une inspectrice qui est venue. Elle dit, bon, vous faites comme si on avait vu ça, vous faites comme si on avait vu ça. Et elle faisait semblant. Et aujourd'hui, ma sœur ne sait pas parler anglais. Elle connaît rien en anglais. Parce que la prof était nulle à chier, quoi. Donc on devrait faire des putains de conseils de profs aussi, quoi. Et être capable de dire à ton directeur, dire, excusez-moi, en fait, notre prof d'anglais, elle est nulle à chier. Ouais, après c'est délicat de pas vite rentrer dans un truc qui va être, tu vois, l'exutoire où tu te dis c'est un prof, donc tu vas t'acharner dessus. Mais quand tu vois que tu as toute ta classe qui sait pas dire hello, how are you, tu vois, bon. Oui, c'est un petit souci de base. Voilà. Mais je sais que moi j'ai eu donc des managers dans ma boîte où on fait des points annuellement. Bon, pas tous, mais certains le font comme ça. Et je trouve que c'est une bonne chose. Où du coup, tu fais un point sur ton année, toi, en tant que contributeur d'équipe. Où il te dit, ça a été bien, ça tu peux t'améliorer là-dedans. Et après, le manager qui te dit, et moi, comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que tu aimerais que moi je fasse en plus qui pourrait t'aider dans ton travail, dans ce que tu fais? Tu vois, c'est donnant, ça va dans les deux sens. Bien sûr, bien sûr. Et tu as plus ce rapport maître-élève, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très très bien. Et qui est peut-être plus compliqué à mettre en place dans l'école. Parce que t'es enfant. Parce que t'es enfant et parce que des fois, tu vas être en mode les parents c'est des cons, les profs c'est des cons. Ouais. Et avoir un truc constructif, un avis constructif là-dessus, c'est compliqué. Des fois, tu peux avoir des parents aussi qui montent le bourrichon aux enfants en disant justement l'éducation nationale c'est des cons. Enfin, tu vois, c'est pareil quand les gens sont conditionnés. C'est compliqué d'avoir quelque chose de constructif et de constructif, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, il y a plein de trucs à revoir sur l'école, même les notes. Enfin, les notes, ça fait quoi? Les notes, ça appuie sur tes manques. Tu vois, les notes appuient sur tes manques. Et c'est un peu ce que fait la société aujourd'hui. Tout temps de consommation. Tiens, il te manque le dernier iPhone, il te manque le dernier truc. Tout est basé sur ton manque. On essaie de t'avoir et de t'acheter en te faisant croire qu'il te manque quelque chose, tu vois, alors qu'il te manque pas. Et l'école, c'est ça aussi. C'est appuyer sur les manques, quoi. Et c'est pour ça, moi, je trouve que même les notes, tu vois, pour faire un petit flashback, je pense que les notes, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, quoi. Ouais. À voir, il y a plein de trucs à réfléchir, mais c'est un peu. Mais pour en revenir sur l'ensemble un peu de l'école et tout ça, de l'éducation nationale, je pense qu'il faut effectivement, comme tu dis, à notre hauteur à nous et de qui on est nous, on est personne, mais bon, c'est la vie qu'on en a. On n'est pas là du tout pour influencer quoi que ce soit, on s'en fout, c'est pas le but. Mais c'est peut-être d'amener ce côté ludique, comme tu dis, qui est vraiment, je pense, très parlant, de se faire toucher du doigt des choses concrètes, c'est-à-dire faire venir des entreprises ou des métiers, des intervenants, le faire beaucoup plus. Alors peut-être ça se fait déjà, peut-être parce que du coup, moi, ça se faisait pas à l'époque. Peut-être ça se fait déjà, mais ça, pour moi, c'est vraiment un truc parlant qu'il y ait des gens qui interviennent et qui expliquent leur métier, tu vois, et qui expliquent leur parcours. Ce que tu viens de faire là, que tu expliques toi ton parcours, avec qui tu étais, mais en vrai, la vraie version à des élèves aujourd'hui qui sont peut-être en échec scolaire, comme tu disais, peut-être ils pourraient se dire, en fait, non, peut-être je vaux plus que ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Je vaux pas juste ce qu'on me dit, et en fait, ça peut être ton parcours, par exemple, il peut être inspirant pour des jeunes qui sont en difficulté, entre guillemets, à l'école aujourd'hui. J'aimerais, et je pense que je vais vraiment y réfléchir à aller voir des classes, à leur expliquant, à faire du petit masterclass, quoi, tu vois, en leur expliquant que l'école c'est bien, mais ça marche pas pour tout le monde, en fait, et que c'est pas grave, c'est pas une fin du monde. Exactement. Si eux ne se reconnaissent pas dans le système éducatif. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est chez une personne aussi, c'est avant tout ses valeurs et j'ai envie de dire son intelligence émotionnelle. C'est ça qui fera en sorte que la personne fera ce qu'elle aime dans la vie et elle sera bien, en fait. Et c'est pas parce qu'elle a fait que telle étude ou que telle étude ou qu'aujourd'hui elle ne fait que tel type de métier que c'est à vie et que c'est un acquis et que c'est mort, tu vois, en fait. Et ça, même avec le temps, tu vois, on change souvent d'orientation professionnelle. Et le Covid a montré aussi, tu vois. Exactement. Pendant le Covid et le confinement, tout le monde se dit, putain, mais en fait, mon job, il me plaît pas. Et si moi, ce qui me plaisait, c'était de faire ça ou de faire ça et de changer carrément d'orientation. Moi, c'est pas que je me dis qu'il me plaît pas.
C'est que je me dis, je sens que... Tu peux être mieux parce que j'ai appris plein de trucs, et vraiment j'ai appris énormément grâce à tout ça, et je continue d'apprendre aujourd'hui, et je peux continuer encore à évoluer, malgré le fait que, entre guillemets, j'ai comme bac+2. Mais je me dis, j'ai cette réflexion qui s'est ouverte et qui est vraiment là, sur la table. Est-ce que, tu vois, il n'y a pas autre chose qui est fait pour toi? Quelque chose de... Parce que je travaille dans le monde de l'industrie. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu plus humain qui serait fait, qui te correspond à toi, à qui tu es vraiment, tu vois, dans le fait d'aider les autres, par l'écoute, par l'échange, par amener des outils, par amener du vécu, partager mon vécu, partager des choses comme ça, parce que c'est des choses qui m'apportent aussi énormément d'un point de vue personnel. Donc voilà, c'est des réflexions. Ouais, ça se réfléchit, bien sûr. Ça évoluera sûrement au fil des années. Puis voilà, pareil, c'est un peu l'instant présent, tout ça, et voir un petit peu où tout ça nous mène. Carrément. Eh bien, on a fait un bon tour, là, disons, sur l'école. Eh ben oui, j'ai eu l'impression d'avoir repris mon cartable avec moi, d'avoir ma trousse. Moi, j'ai ma valise avec moi, à roulette. C'est vrai, en plus, elle est grosse. C'est que j'ai une grosse valise. Écoutez, je te propose qu'on conclue maintenant. Tout à fait. Écoutez, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Laurent pour tous tes partages. Merci Seb pour ton expérience qui est vraiment, je pense, très inspirante pour beaucoup de personnes qui nous écouteront. Eh bien, écoute, j'espère aussi que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Exactement. On vous remercie des retours dont vous nous faites part à chaque fois. C'est très, très, très touchant. Voilà. Ouais. Et n'hésitez pas à partager et à parler du podcast autour de vous. Exactement. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Exactement. C'est tout va comme bien. d'habitude. Rendez-vous très établi. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Salut Seb. Ciao. Salut Laurent.